Le Monténégro pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, débutée en 1914 et terminée en 1918, est le premier conflit armé à l'échelle mondiale dans l'histoire de l'humanité. La guerre, où plus de 70 millions de soldats ont pris part, a opposé deux blocs, les forces centrales et les forces d'entente. C'est aux côtés de ces dernières que le royaume du Monténégro combattait. À part son obligation de soutenir les Alliés, le royaume du Monténégro n'avait aucun but de guerre, ni d'intérêt national particulier pour y participer. En plus, cette guerre a entraîné un risque spécifique, parce que le Monténégro l'a déclaré à son puissant voisin, l'Autriche-Hongrie, qui entourait environ 50% de territoire monténégrin. Ainsi, le Monténégro, un pays de 400 000 habitants, est entré en guerre contre la monarchie, qui comptait à l'époque plus de 50 millions de sujets. La Première Guerre mondiale a fait de nombreuses victimes au Monténégro. Plus de 20 000 péris, blessés, morts de maladie, de faim, de souffrance. La guerre a été tragique pour ce pays au niveau politique aussi. Après la victoire et la libération, en dehors de toutes les lois et toutes les règles, sans apprécier ses mérites et ses victimes, ni son grand nom historique, l'État monténégrin a été effacé et sa dynastie détrônée. L'événement déclencheur de cette guerre, après laquelle le Monténégro a été effacé de la carte politique d'Europe, était l'attentat contre l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, à Sarajevo le 28 juin 1914. L'archiduc séjournait en Bosnie-Herzégovine au cours de juin 1914 pour participer aux grandes manœuvres en tant qu'inspecteur des forces armées de la monarchie. Le dernier jour de son séjour, le 28 juin, était prévu pour la visite à Sarajevo, la capitale de cette province. Il était censé visiter la caserne, l'hôtel de ville, ouvrir le musée d'État, visiter les curiosités de la ville. Mais après la visite de l'hôtel de ville à 11 heures environ, tandis qu'il se trouvait dans la voiture découverte avec son épouse Sophie, un jeune homme inconnu, qui était sur le trottoir, a tiré vers eux plusieurs balles de son pistolet. Les balles ont atteint l'héritier du trône et son épouse, et en moins de 15 minutes, les deux sont morts. La nouvelle d'attentat de Sarajevo est arrivée à Cetinje le même jour vers 17h, lors de la représentation d'une pièce de théâtre. Quelques hautes personnalités, parmi lesquelles le président du gouvernement monténégrin, Janko Vukotić, et le métropolite Mitrovan, regardaient la pièce des premiers rangs. Un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui avait reçu la dépêche s'est aussitôt dirigé vers le président du gouvernement et lui a communiqué à voix basse la nouvelle de l'attentat. D'après un récit du métropolite Mitrovan, à ce moment-là, le président du gouvernement s'est exclamé avec surprise. « Mort, oui, mort ». En ordonnant que la pièce se termine, Serdar Vukotić s'est adressé au public consterné. L'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, est mort à Sarajevo. Quand la nouvelle de l'attentat de Sarajevo est arrivée à Cetinje, le roi Nicolas se trouvait dans le train, en voyage entre Salzbourg et Trieste.
Lors d'un long arrêt du train, l'accompagnateur du roi a entendu la nouvelle de la mort de l'archiduc et son épouse. Il a communiqué la nouvelle au roi, mais ce dernier l'a acceptée avec méfiance, jusqu'à ce qu'il ait vu l'arrêt suivant, les affiches informant sur la mort du couple héritier. Son accompagnateur a raconté que le roi avait dit à ce moment-là « Voilà la guerre qui arrive ». Le roi monténégrin est revenu dans son pays 2 jours après l'attentat et il a aussitôt envoyé un télégramme pour présenter ses condoléances à l'empereur autrichien François-Joseph. Le roi a proclamé 15 jours de deuil à la cour. Le journal Voix du Monténégrin a publié le commentaire qui condamnait très rudement l'attentat à Sarajevo comme un acte terroriste déraisonnable des fanatiques isolés. Mais contrairement aux autorités officielles à Cetinje, le gouvernement de la monarchie des Habsbourg n'a pas jugé le meurtre de l'héritier et son épouse comme un acte des fanatiques isolés. Elle a considéré le gouvernement du royaume de Serbie comme responsable pour l'attentat et lui a transmis une note verbale exigeant que les coupables soient punis et que les autorités serbes participent à l'enquête. Vu que les demandes du gouvernement austro-hongrois ont été jugées comme une menace pour l'intégrité nationale du royaume de Serbie, le gouvernement serbe les a refusées. C'était un motif pour la monarchie de déclarer la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. La Russie s'est mise aux côtés de la Serbie et elle a ordonné une mobilisation générale 2 jours plus tard. La réaction de l'Allemagne est survenue. Elle a déclaré la guerre à la Russie. À peine quelques jours plus tard, l'Allemagne a déclaré la guerre à la France et a attaqué la Belgique. La Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à la Russie. Ainsi, le conflit entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie s'est transformé en guerre mondiale. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé au Monténégro? En été 1914, le Monténégro n'avait pas envie de faire la guerre, surtout pas d'entrer en conflit avec son voisin puissant, l'Autriche-Hongrie. Le pays avait besoin de la paix et du rétablissement après les guerres balkaniques, terminées 11 mois plus tôt. Mais suite au conflit entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie et l'implication de la Russie, le Monténégro n'avait d'autre choix que d'entrer en guerre. Le ministre russe des Affaires étrangères a dit au roi Nicolas que la Russie ne pouvait pas être indifférente envers le destin de la Serbie et, ce qui était encore plus important, que la position russe envers le Monténégro dépendrait de son attitude envers ce conflit. Cela était suffisant pour la détermination du Monténégro. Le jour où l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie, le roi Nicolas a ordonné la mobilisation de l'armée monténégrine. Il est devenu clair que le Monténégro se trouverait très vite dans la guerre. Quelques démarches formelles sont survenues. L'Assemblée nationale du Monténégro a demandé au gouvernement de déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le roi et le gouvernement, en respectant la demande de l'Assemblée, ont pris la décision de le faire. Au début de ce grand conflit de 1914, le royaume de Monténégro était un de 8 pays participant à la guerre. D'un côté se trouvaient les alliés, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, et de l'autre, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, la Serbie, la Belgique et le Monténégro. Au moment de la déclaration de la guerre, l'armée monténégrine était partagée en 6 divisions et comptait 35 000 soldats. Plus tard, grâce à la mobilisation supplémentaire, ce nombre a été augmenté à 45 000, puis à 48 000 soldats. Du côté de l'ennemi, pendant les premiers jours de la guerre, il y avait environ 72 000 soldats austro-hongrois. Les partis opposés étaient disposés sur 3 fronts principaux. Le premier qui se trouvait aux alentours de Pljevlja, le deuxième près de Grahovo et le troisième sur le massif de Lovćen, c'est-à-dire le front de Pljevlja, d'Herzégovine et de Lovćen.
Pendant les premiers jours de la guerre, l'armée monténégrine a réussi à repousser l'attaque austro-hongroise à Grahovo, à progresser jusqu'à Trebinje et à envahir Budva. Au cours des mois de septembre et d'octobre, elle a envahi Gorazde, Foča et Rogazica. Les journaux monténégrins ont glorieusement annoncé « L'ennemi est complètement démoralisé. Il laisse partout une proie abondante à nos troupes. Les Autrichiens reculent en panique. Notre armée est maintenant à 15 km de Sarajevo, la capitale de Bosnie. » Cependant, malgré l'élan, la fin de 1914 a apporté l'accalmie qui a duré jusqu'à l'octobre de l'année suivante. Pendant cette accalmie, l'armée monténégrine a réussi à envahir Skadar. En octobre 1915, la grande offensive de l'Allemagne et Autriche-Hongrie sur la Serbie a commencé, ce qui a provoqué l'attisement des conflits sur le front monténégrin. Fin 1915, l'armée austro-hongroise a envahi Pljevlja, ce qui a ouvert la voie pour sa pénétration dans la vallée de Tara vers Mojkovac. Les conflits ont aussitôt éclaté dans la vallée de Tara, où l'armée monténégrine a essayé d'arrêter la pénétration austro-hongroise vers Mojkovac et encore vers Mateševo. Grâce à la défense de ces positions-là, les Monténégrins empêchaient les troupes austro-hongroises de prendre la route que l'armée serbe utilisait pour reculer vers Podgorica et Skadar. Au cas de succès de l'armée austro-hongroise, elle aurait obtenu la possibilité de continuer vers Skadar et Durrës, où la majorité des forces serbes étaient arrivées et où, dès le début décembre 1915, se trouvait le gouvernement serbe et le commandement en chef. Pour l'armée serbe, cela serait fatal. Quand même, les Monténégrins ont réussi à l'empêcher. Peu de temps après, en janvier 1916, l'offensive austro-hongroise sur le Monténégro a culminé. Environ 150 000 soldats austro-hongrois ont lancé une attaque générale. Environ 40 000 soldats monténégrins ont essayé de les arrêter. Avec l'attaque des grandes forces austro-hongroises sur le terrain Mojkovac-Levertara, le 6 janvier 1916, l'opération connue comme bataille de Mojkovac a commencé. L'armée monténégrine disposait de 4 000 soldats et l'ennemi plus de 14 000. La bataille principale s'est déroulée sur la position Uloševina Vojna Njiva Razvršje. Le but des Autrichiens était de percer les lignes monténégrines et de continuer vers Kolašin et Podgorica. Le jour suivant, le 7 janvier, l'armée monténégrine a réussi à repousser l'ennemi. Au cours de 3 jours suivants, les troupes austro-hongroises, avec leurs attaques violentes, n'ont pas réussi à envahir ce terrain. Ainsi, leur intention d'entrer au Monténégro central, à travers Tara, a été rendue impossible. La bataille de Mojkovac était sans doute la bataille monténégrine la plus difficile au cours de la Grande Guerre et sa plus grande victoire. Malgré la supériorité numérique de l'ennemi de presque 4 sur 1 et la supériorité de son armement, l'armée monténégrine, grâce à sa prouesse, à son esprit belliqueux et son dévouement, a réussi à défendre ses positions. Elle l'a fait au moment où il n'y avait plus d'espoir que le Monténégro réussirait à défendre la liberté et l'indépendance. Début janvier 1916, l'offensive austro-hongroise sur les fronts d'Herzégovine et de Lovćen a commencé. Sur le front d'Herzégovine, l'armée monténégrine a dû reculer vers Nikšić pour éviter l'attaque de l'ennemi, tandis que sur le front de Lovćen, après quelques jours de bataille, les points les plus importants de sa défense ont été perdus. Malgré une forte résistance, les troupes austro-hongroises ont réussi à envahir le massif entier de Lovćen. Le 11 janvier et 2 jours plus tard, elles sont entrées à Cetinje, la ville que le roi et le gouvernement avaient déjà quittée. Même si certaines publications de propagande ont annoncé que Lovćen avait été rendu aux Autrichiens sans bataille, les données officielles disent que 1260 soldats ennemis étaient morts pendant la conquête de Lovćen.
Avec la chute de Lovćen et la conquête de Cetinje, commence le dernier acte du drame de guerre monténégrin. Après avoir quitté la capitale, le roi et le gouvernement se sont déplacés à Podgorica. La cour à Kruševac, où le roi et sa famille se sont installés, est devenue le nouveau siège du gouvernement et du commandement en chef monténégrin. À Kruševac, les sessions longues et dramatiques ont aussitôt commencé. Le plus souvent, on discutait d'un seul sujet, de l'offre du commandement austro-hongrois pour la capitulation inconditionnelle de l'armée monténégrine. Le gouvernement a accepté cette offre en proposant l'envoi des délégués qui arrangeraient les modules de la capitulation et détermineraient les dispositions de la paix. Pourtant, le roi était décisivement contre. « Je regarde et je vois plus loin », il disait à ses ministres. « Je regarde vers l'avenir. Depuis toujours, nous, les Monténégrins, nous vivons de notre dignité, de notre honneur politique et militaire immaculé. Nous avons de l'honneur et de la gloire. Si nous nous en privons, nous perdrons tout. Il n'y a pas de paix avec l'Autriche-Hongrie. Ne m'en parlez plus. » Malgré les assurances des ministres que même les Alliés ne reprocheraient pas au Monténégro la capitulation et que l'acceptation inconditionnelle serait bonne pour tous, le roi n'a pas cédé. Il a même annoncé le projet de réunir l'armée à Care Vlaz, un endroit où s'est déroulée une bataille fameuse du XVIIIe siècle, et de résister pour la dernière fois à l'ennemi. Mais cela n'était qu'une de ces pièces de théâtre politique. Ni l'armée monténégrine n'a pu être réunie, ni la résistance n'était possible. Pourquoi le roi Nicolas refusait d'accepter les négociations de la paix et pourquoi il jouait de vouloir aller à Care Vlaz? Simplement, il voulait persuader tous autour de lui qu'il n'avait aucun accord secret avec l'Autriche-Hongrie. Malgré le refus apparent des négociations de la paix par le roi, la situation n'était pas facile. Même alors, il y avait une possibilité que les troupes austro-hongroises coupent le recul de l'armée monténégrine et qu'elles capturent le roi et le gouvernement. Se rendant compte qu'il était grandeur de commencer les négociations, le roi et le gouvernement ont envoyé ses délégués au commandement de la division austro-hongroise et ont offert l'arrêt des hostilités, mais pas la capitulation. Le gouvernement a appelé cette solution « paix honnête ». Pourtant, il n'y avait rien de cette paix. L'Autriche-Hongrie a demandé à l'armée monténégrine de déposer inconditionnellement les armes, ainsi que d'interner tous les soldats monténégrins pendant le déroulement des négociations. Lors de la session du gouvernement le 19 janvier, le roi a rejeté les conditions de cette paix, mais il n'a pas voulu signer l'acte ordonnant le recul de l'armée vers Skadar. Le même jour, à 15h environ, il est parti tout seul à Skadar. Il y est arrivé le soir et le lendemain, il a continué vers Medova. À Medova, le 21 janvier, il s'est embarqué sur un navire de guerre italien et il s'est exilé. Le secrétaire du roi Nicolas a noté quelques détails de ce voyage. Les officiers italiens demandent au roi de descendre dans sa cabine, de se reposer. Il le refuse froidement et dignement. Il s'est enroulé dans un manteau en gomme. Il est assis sur un plaid tout courbé. Il réfléchit et se tait. Les vagues sont de plus en plus grandes. Elles clapotent le torpilleur. Nous sommes sur la haute mer. À l'horizon brumeux bleuâtre s'aperçoivent les sommets des montagnes monténégrines. Le roi se lève. De sa main gauche, il tient la barre en fer. Il fait un signe de croix de sa main droite et regarde longuement vers le Monténégro. Ses yeux s'allument et brillent dans les larmes. La terre disparaît, la mer infinie. Le roi est assis sans cesse là-haut sur le torpilleur. On lui apporte de manger et de boire. Il refuse tout.
Son manteau est mouillé par les gouttes des ondes brisées. Il se tait sans cesse. Monseigneur, j'arrête le silence. Vous êtes très triste. Vous vous affligez pour quelqu'un qui est resté là-bas. Il m'a doucement regardé et m'a dit « Personne, que tous soient bénis. » Il s'est tu de nouveau. Tard le soir, le roi est arrivé dans le port italien de Brindisi. Après le départ du roi, le pouvoir a passé aux mains du gouvernement royal, qui a aussitôt pris la décision sur la dissolution de l'armée monténégrine. Puisque Son Altesse royale n'est pas dans le pays, le gouvernement royal, conformément à l'article 16 de la Constitution d'État, a pris le pouvoir et a ordonné la dissolution de l'armée de ses positions, ce qui veut dire que l'armée n'existe plus et qu'il n'y a que peuple. L'ordonnance a été publiée le 21 janvier, le 8 janvier selon l'ancien calendrier, et d'après le point de vue formel et juridique, elle ne représentait pas un acte de capitulation, car le gouvernement n'avait pas le droit de prendre une telle décision. Selon la Constitution, seul le roi pouvait signer la capitulation. Mais au moment de la prise de décision sur la dissolution de l'armée, il était déjà dans le bateau naviguant vers Brindisi. Une partie du gouvernement monténégrin a quitté le pays peu après le roi Nicolas. Le roi et le gouvernement ont trouvé leur refuge en France. Le chef du commandement, Serdar divisionnaire Janko Vukotić, est resté au Monténégro ainsi que 3 ministres, Radomir Vešović, Marko Radulović et Hristo Popović. Le fils du roi Nicolas, Mirko, a été le seul membre de la famille royale qui est resté au Monténégro. À peine le roi Nicolas était-il parti à Brindisi, les soldats monténégrins ont commencé à quitter leur position et à revenir chez eux. À ce moment et auparavant, le roi était contre l'idée sur le recul de l'armée à travers l'Albanie, considérant cette démarche comme une victime vaine. Le roi pensait que l'existence de l'armée en exil n'aurait pas d'importance cruciale pour la victoire définitive dans la guerre, tandis que pour les négociations de la paix avec l'Autriche-Hongrie, cela pourrait être une circonstance défavorable. Il voulait que la dissolution de l'armée soit un geste qui contribuerait à l'établissement d'un système d'occupation le plus supportable possible et qui, lors de la signature d'accords de la paix, obligerait l'Autriche-Hongrie de respecter dans une plus grande mesure la souveraineté de l'État monténégrin. Le roi, sans doute, voulait préserver le peuple monténégrin, le pays et la dynastie, à l'époque où ni lui ni le Monténégro ne pouvaient réclamer ou attendre aucune aide. Après que l'armée monténégrine a déposé les armes, certains officiers avaient l'idée de déserter dans les bois et de faire une guerre de guérilla. Quelques-uns ont commencé à attaquer de leur propre initiative les patrouilles austro-hongroises, mais le chef d'état-major, Serdar Janko Vukotić, a interdit très sévèrement les attaques similaires. Plus tard, Serdar Janko Vukotić a expliqué ses raisons pour lesquelles il était contre l'idée sur la désertation de l'armée dans les bois et sur la continuation de la résistance. Si je me retirais dans les bois, des milliers de Monténégrins partiraient avec moi. Où qu'on soit arrivé, on aurait dû manger. Si quelqu'un aurait eu un corps à nous offrir 10 kilos de blé ou de pommes de terre, puis on aurait capitulé de même. Ainsi, nous empêcherions les négociations de la paix. Et ils me diraient tous, bien sûr qu'ils me le diraient, que j'avais ruiné le peuple monténégrin en désirant ma propre gloire. Après la dissolution de l'armée monténégrine et le départ du roi Nicolas et d'une partie du gouvernement, le pouvoir d'occupation austro-hongrois a été établi au Monténégro. Par l'ordonnance de l'empereur austro-hongrois, la direction militaire générale avec le siège à Cetinje a été formée, ou bien la gouvernance militaire générale qui exerçait tout le pouvoir militaire et administratif. Les organes du pouvoir local et départemental où travaillaient des centaines de citoyens monténégrins ont aussi été formés. Les anciens ministres monténégrins collaboraient avec le nouveau pouvoir, le duc Gavro Vuković, Lazar Tomanović, Filip Jergović, Marko Đukanović.
Ils utilisaient leur réputation pour adoucir, autant qu'il était possible, l'attitude des occupants envers les habitants et sauver le peuple des souffrances. Pour les mêmes raisons, le métropolite monténégrin Mitrofan collaborait avec le nouveau pouvoir. Comme chaque pouvoir d'occupation, celui-ci avait le même but principal, d'assurer la paix et l'ordre sur le territoire du Monténégro. Pour réaliser ces buts, il disposait de 800 fonctionnaires et entre 1500 et 2000 gendarmes. Début 1916, 22 bataillons de l'armée austro-hongroise se trouvaient sur le territoire monténégrin. Les premiers jours de l'occupation au Monténégro ont été marqués par la récolte des armes, celle de l'armée monténégrine et celle des habitants. Selon les données, plus de 65 000 pièces de différentes armes ont été ramassées, mais les pouvoirs militaires estimaient qu'une vingtaine mille de fusils étaient restés chez les habitants. Pour la possession des armes, des sanctions très dures étaient prévues, de 5 à 20 ans de prison. Le pouvoir d'occupation a pris de nombreuses mesures pour mettre en ordre la vie quotidienne, le fonctionnement des institutions et des autorités, l'approvisionnement. Des tribunaux militaires et civils ont été établis, les maisons de retraite et les cuisines publiques ont été fondées, des travaux publics sur la construction des routes ont commencé, le service sanitaire a été organisé, de nouveaux impôts ont été introduits, ainsi que la réquisition des fruits d'agriculture et des bétails. Depuis septembre 1916, les écoles élémentaires et maternelles ont commencé à fonctionner de nouveau. Ainsi, lors de la première année de l'occupation, entre 500 et 600 élèves ont été inscrits aux écoles primaire. Le nouveau programme d'enseignement a été adopté, dans lequel on a éliminé des contenus suscitant les sentiments nationaux, tels les sujets d'histoire et de littérature. De même, l'alphabet latin est devenu obligatoire. Contrairement au système scolaire, l'Église monténégrine jouissait d'une autonomie totale. À partir d'août 1916, le journal des Cetinje a été publié 2 fois par semaine, ainsi que son annexe, le journal des Cetinje illustré, où on publiait des nouvelles du front, des ordonnances du pouvoir d'occupation, des annonces, des nouvelles personnelles, des commentaires historiques. À travers ce journal, de nombreux citoyens cherchaient ses proches ou informaient depuis l'étranger les membres de leur famille qu'ils étaient sains et saufs. Le pouvoir d'occupation contrôlait complètement la fabrication et la distribution des aliments, ainsi que l'approvisionnement des habitants avec des produits alimentaires. Le pouvoir a interdit le magasinage et la vente libre des produits alimentaires. Une des ordonnances prescrit. Le blé de l'an 1916 et les olives ont été réquisitionnées juste après la récolte. L'ordonnance établissant l'exploitation obligatoire de tous les terrains, ainsi que les prix les plus hauts de céréales, a été publiée. Pour rationaliser la consommation de la nourriture, on a introduit les jours sans viande, mercredi et vendredi, quand il était interdit de vendre, préparer ou servir la viande dans les tavernes. Sachant que le problème de l'alimentation des habitants existait depuis longtemps au Monténégro, le pouvoir d'occupation distribuait gratuitement la nourriture aux familles les plus nécessiteuses et les plus pauvres, tandis que les autres pouvaient l'acheter dans les dépôts d'État à prix accessible. Ceux qui exerçaient le travaux public organisé par le nouveau pouvoir avaient le droit d'obtenir gratuitement du blé. Alors, afin de diminuer les conséquences de la famine, le gouvernement monténégrin en émigration, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, envoyait l'argent au peuple pour l'achat du blé. Le métropolite Mitrofan recevait l'argent et il le renvoyait aux autorités d'occupation qui le distribuaient aux familles les plus démunies. Cependant, malgré toutes ces mesures, en 1917 et 1918, au Monténégro régnait une grande famine. Les cas de mort, dont la cause était la faim, n'étaient pas rares. Un des témoignages sur ces soucis a été écrit par Milovan Djilas, qui était enfant à l'époque de la guerre. C'était en 1917. Justement cette année, une famine inoubliable régnait dans le pays.
La gelée blanche, puis la sécheresse ont tout détruit. Même s'il n'y avait pas eu de la guerre, la famine nous aurait hantés. Les gens mangeaient du chaton de noisetier et de la sciure d'être. En printemps, ma mère cueillait des orties et en posait de grands amas devant nous. Nous avions une vache et nous l'aimions et caressions comme si elle avait été membre de la famille. Quand les orties étaient mélangées avec du lait caillé ou avec un peu de farine, cela serait un vrai délice. Nous avions faim, souvent. Ayant le ventre creux, mon frère et moi, nous nous endormions en pleurant et en nous lamentant de notre destin. C'était la première fois que nous avons parlé de la mort. Ces années-là, les habitants du Monténégro mouraient massivement de l'épidémie de grippe appelée espagnole. L'occupation austro-hongroise avait encore une autre conséquence inévitable, la résistance armée à l'occupant. Juste quelques mois après la chute du Monténégro, on a commencé à parler de l'organisation du soulèvement. Les généraux monténégrins y avaient le rôle principal. Janko Vukotić, Mitar Martinović, Jovo Becir et Radomir Vešović. Mais le pouvoir d'occupation par l'intermédiaire de ses confidents a vite découvert que les généraux s'apprêtaient à un soulèvement armé et a décidé de les envoyer en internement, ainsi que les autres suspects. Mi-1916, tous les suspects, sauf le général Vešović, ont été renvoyés à l'internement. Lors de l'arrêt, celui-là a tiré son pistolet et a tué l'officier austro-hongrois chargé pour le conduire à la police. Puis, il s'est enfui avec un groupe de rebelles dans les bois. Cet événement a marqué le début du mouvement de la résistance au Monténégro, mais aussi le début de différentes mesures de répression de l'occupant à l'égard des habitants. De plus en plus souvent, les Monténégrins désertaient dans les bois et formaient des petites troupes de guérilla, dont les adhérents ont été nommés les comites. Ils attaquaient des patrouilles austro-hongroises et de petites unités, volaient le matériel de guerre, punissaient les soldats et les officiers qui se comportaient de la manière violente envers les habitants, ainsi que les espions d'occupants. On comptait que vers la fin de 1916, il y avait environ 300 comités au Monténégro, et au cours de 2 années suivantes, ce nombre était 2000. Suite à une résistance de plus en plus forte, on a proclamé l'ordonnance selon laquelle tous ceux qui désertaient pour adhérer au comité seraient punis de mort, et la même punition était prévue pour les habitants qui les aidaient. Au Monténégro, avec les premiers signes de la résistance, la recherche des comités a commencé, ainsi que la recherche de leurs assistants. Des forces militaires et policières prenaient des mesures pour les capturer et détruire, en opprimant les habitants qui les soutenaient. La police d'occupants avait souvent du succès dans la recherche des assistants des comités, et parfois, elle capturait les comités dans les maisons où ils venaient passer la nuit. Ces succès s'expliquent par l'existence d'un assez grand nombre d'espions parmi les habitants. Mais, au cas de l'échec, l'armée austro-hongroise vengeait ses victimes en punissant les habitants innocents. Des fois, la peine se consistait en internement, des fois en des représailles. Ces jours-là, il y avait de beaux exemples d'honneur et de courage. En 1917, puisque 7 soldats et officiers austro-hongrois sont morts à Piešivci, l'occupant a décidé de tuer 20 hommes innocents de cette région. Parmi eux se trouvait Krsto Savo Vuskoković, jeune homme de 17 ans, qui avait perdu son père très tôt et était l'homme le plus âgé dans la maison. Mais à l'aube, juste avant la fusillade, l'oncle de Krsto, Petko Vuskoković, s'est approché de l'officier austro-hongrois et a demandé de mourir au lieu de son neveu. L'officier, à qui seulement le nombre de personnes tuées était important, pas leur nom ou leur âge, a permis ce changement. Petko Spasoje Vuskoković a été fusillé avec d'autres otages près d'une église à Bogetići.
Un demi-siècle plus tard, son neveu lui a construit un monument avec une épitaphe digne de son mérite. Volontairement et courageusement, Petko Spasojević a posé sa poitrine devant les tueurs ennemis en 1917 pour sauver son neveu Krsto, qui lui dédie ce monument comme signe de reconnaissance de tout son cœur. Pour opprimer la résistance des habitants et les obliger d'obéir, le pouvoir austro-hongrois a commencé à interner les Monténégrins dans les camps en dehors du Monténégro, surtout en Hongrie. Seulement, au cours de l'année 1916, environ 4000 gens ont été renvoyés au camp. Même s'il n'y avait pas de données exactes, on estime que jusqu'à la fin de la guerre, environ 10 000 Monténégrins ont été internés. Les conditions de la vie dans les camps étaient difficiles. Par conséquent, beaucoup de personnes sont tombées malades et mortes. En dépendant des camps et de l'année de guerre, 1 kilo de pain était partagé entre 2, 3 ou 4 personnes. Parfois, il n'y avait pas de pain. Un Monténégrin a laissé son témoignage sur les jours difficiles. Dans milliers de litres d'eau, on ajoutait quelques kilos d'herbes brouillées, de betteraves sucrières ou de navets. Cette eau claire et chaude était distribuée à des milliers de personnes comme le repas. Les gens paraissaient comme des fantasmes et mouraient de faim. Afin de diminuer les conséquences tragiques de la vie dans les camps, le gouvernement monténégrin envoyait aux internés l'argent et les colis. Pendant l'occupation du Monténégro par les Autrichiens, le roi Nicolas, sa famille et le gouvernement monténégrin ont trouvé le refuge en France, d'abord à Bordeaux, puis à Neuilly, près de Paris. Environ 300 fonctionnaires d'État ont aussi exilé avec leurs familles. Une centaine d'étudiants monténégrins sont arrivés en France, ainsi que 1500 autres citoyens monténégrins. Eux tous faisaient partie de la colonie d'émigrants monténégrins. Dès les premiers jours en exil, le roi et le gouvernement ont dû s'occuper des habitants restés dans la patrie, en organisant les récoltes de lait. Et leur autre obligation était de se battre pour l'avenir politique du Monténégro. La partie opposée dans cette bataille était les Alliés. En 1916 déjà, les pays alliés, la Russie et la France, ont propagé la création d'un grand pays serbe, c'est-à-dire sud-slave, après la guerre et par conséquent le rattachement du Monténégro à la Serbie. Le roi et le gouvernement essayaient obstinément de prouver que le Monténégro avait le droit d'être un État indépendant, ainsi que seul le peuple monténégrin pouvait décider de l'avenir de son pays. Au niveau des déclarations, le gouvernement monténégrin n'était pas contre l'union omniserbe et yougoslave, mais il ne soutenait pas la manière prévue pour la création de cette union. Il considérait qu'on ne devait décider de l'avenir d'État monténégrin que conformément aux lois monténégrines et standards internationaux, et cela après la fin de la guerre et le retour du roi et du gouvernement dans le pays. Au cas de la création d'un nouvel État dans les Balkans, dont la partie serait le Monténégro, le roi et le gouvernement pensaient que cet État devrait être construit sur la base fédérale et en respectant les particularités historiques des pays. En fait, il s'agissait d'un modèle qui aurait permis dans la plus grande mesure la conservation de la tradition d'État et de dynastie au Monténégro. Dans un mémorandum, le roi dit aux Alliés que l'indépendance et l'autonomie de la vie politique monténégrine doivent être renouvelées et mises en dehors de chaque coïncidence et danger, et que les grandes forces doivent garantir l'indépendance territoriale et politique du Monténégro. Même au niveau de la langue diplomatique, ces attitudes étaient complètement claires. Le roi était contre l'immersion du Monténégro dans un grand pays sud-slave que les Alliés envisageaient de créer. Cela était suffisant pour que les alliés de guerre du Monténégro, d'abord la Russie et puis la France, se détournent contre lui. Et ce qui était plus tragique, pour qu'il commence une action pour l'abolition violente de l'État monténégrin et pour le détrônement de la dynastie Petrović-Njegoš.
Le pays avec la plus grande influence au niveau politique parmi les alliés, la France, a confié la réalisation de cette action au gouvernement du royaume serbe. Déjà, vers la fin de 1916, le gouvernement serbe a commencé la propagande politique et diplomatique. D'abord, comme c'était souvent le cas dans ces règlements, le roi était représenté comme un traître dans les publications de propagande, un non-patriote et spéculant, ainsi que son détrônement a commencé à avoir l'air d'une mission noble. Puis, l'action pour son isolation politique a commencé. Le Monténégro, quitté par ses alliés, sans soutien, sali par les médias, sans armée et sans l'argent, avec un roi et un gouvernement qui littéralement étaient prisonniers des pays alliés où ils s'étaient réfugiés, ne pouvait pas sortir comme gagnant de cette bataille. Ainsi, déjà au cours de la guerre, le destin du Monténégro a été scellé. Il était prévu d'effacer le Monténégro juste après la libération. Tandis qu'en octobre 1918 durait l'offensive des Alliés dans les Balkans, l'armée serbe, qui se trouvait en Macédoine, a reçu un ordre de se diriger vers le Monténégro et de le libérer du pouvoir austro-hongrois. Selon le témoignage d'un colonel qui était en tête d'unité chargée de cette mission, le régent Alexandre a dit à ce moment: « Ne soyez pas indulgents pendant votre mission. Il faut interdire au roi Nicolas le retour au Monténégro à tout prix, même s'il faut appliquer des solutions finales. » Tandis que les troupes serbes s'approchaient vers le Monténégro, la majorité de son territoire était abandonnée de l'armée austro-hongroise ou libérée grâce aux troupes de Komiti. Les Komiti ont libéré Berane, Kolašin, Bijelopolje, Pljevlja, Nikšić, alors que l'armée austro-hongroise a reculé elle-même des autres villes majeures. L'armée serbe a participé à la libération d'une petite partie du territoire monténégrin. Jusqu'au 11 novembre 1918, il n'y avait un seul soldat austro-hongrois sur le territoire monténégrin. Par la décision de l'armée serbe, tous les détachements auto-organisés des Monténégrins ont été dissolus, ainsi que les troupes des Komiti, et le pays a été occupé par les troupes serbes et celles des Alliés. Un pouvoir provisoire a été établi au Monténégro qui, sous contrôle de l'armée serbe et des organes du gouvernement serbe, a rattaché le Monténégro à la Serbie et détrôné la dynastie Petrović-Njegoš. Faisant partie du territoire serbe, le Monténégro est devenu la partie du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, et plus tard, du royaume de Yougoslavie. Ainsi finit l'histoire du Monténégro dans la Première Guerre mondiale et commence sa vie au sein d'un nouvel État. En même temps, au Monténégro et en dehors du pays, commence la bataille pour la défense de son identité nationale, pour le renouvellement de son indépendance. Après grands et turbulents événements, l'indépendance perdue en 1918 sera renouvelée presque 9 décennies plus tard, par la décision des citoyens monténégrins au référendum sur l'indépendance le 21 mai 2006.